Bienvenue dans le podcast Parents inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. L'accident vasculaire cérébral est la première cause de mortalité chez la femme avant le cancer du sein. Même si l'âge moyen de survenue d'un AVC est de 74 ans, il est important de rappeler qu'il peut toucher n'importe qui, à n'importe quel âge. Laura, jeune trentenaire active, maman de 2 enfants, en est malheureusement témoin. À 33 ans, elle est victime d'un AVC ischémique. Aujourd'hui, elle est prête à partager son histoire. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 35 ans, j'habite à Sifour-les-Plages. Ma famille est composée de 2 enfants, le grand qui a 6 ans et demi qui s'appelle Roméo et le petit dernier qui a 3 ans et qui s'appelle Pablo. Et je vis en couple avec Johan. Avant mon accident, je travaillais, donc ça fait 13 ans que je travaillais dans une clinique. Je suis manipulatrice en radiologie, donc j'avais fait une petite pause parce que Pablo était tout petit. Je l'ai gardé pendant 6 mois et après 6 mois, j'ai repris le travail à mi-temps. Donc voilà. Une vie classique. Voilà, exactement. Je travaillais, j'avais mes 2 enfants, le petit que j'amenais à la crèche, le plus grand qui allait à l'école. Voilà. Je me levais le matin, travaillais, voilà. Journée bien remplie, quoi. Alors, en fait, c'était en plein milieu le confinement, donc le tout premier, par rapport au Covid. Donc, c'était une période un petit peu compliquée, mais je travaillais. Et puis, mon travail m'avait demandé de me faire des vacances, puisque pendant Covid, il y avait moins de monde, tout ça. Donc voilà, j'étais à la maison avec mon homme qui ne travaillait pas. Donc, ouais, c'était un petit peu des vacances même pour nous. On profitait et donc, je n'ai eu aucun symptôme avant l'AVC. Il n'y avait rien... Donc, il n'y a rien eu de spécial. Et le jour J, donc, ça s'est passé pendant la nuit. La journée d'avant, tout s'est bien passé. Toute la journée était normale. Je me suis couchée et je me suis réveillée dans la nuit en suffoquant. Donc... Un peu comme dans les films, là, les gens ils se réveillent en sursaut parce qu'ils ont fait des cauchemars, c'était un peu ça. Je me suis réveillée en sursaut, suffoquée. Je pense que j'ai de suite compris qu'il y avait un problème. Je voyais pas tout le côté droit. Et là, j'ai demandé à l'aide à mon homme qui était pas très loin, qui n'était pas dans mon lit, mais il était dans le salon. Donc, il m'a appelée. Puis là, je ne marchais plus très bien. J'avais un problème d'équilibre. Je ne voyais pas bien. Et apparemment, je ne parlais pas bien du tout. Ça faisait un peu une voix un peu comme une voix très, très spéciale, quoi, qui n'était pas la mienne, apparemment. Et là, après, heureusement, mon homme a de suite compris le problème. Moi, j'étais un peu dans un autre monde parce que je comprenais rien. J'étais complètement larguée. Puis après, je me suis un peu endormie, quoi. Je me suis endormie et puis après, je me suis réveillée à l'hôpital. Voilà. Donc, aux urgences. Donc, on m'a amenée. Les pompiers sont venus à la maison.
Et ils m'ont ramenée aux urgences. Et là, et mon malheur, c'est qu'on m'a laissé un petit peu traîner, entre guillemets, pendant 6 heures aux urgences. Parce que c'était toujours un peu le moment du confinement. Donc c'était un peu spécial. Et puis l'urgentiste qui était là, entre guillemets, je suis jeune. Il n'y a pas de raison apparente à ce que je fasse un AVC. Donc on a voulu me ramener à la maison. Et puis, bon, ça, c'est ce qu'on m'a dit parce que forcément, moi, je ne comprenais rien du tout. Et après, c'est un homme qui a rappelé l'hôpital parce que lui, il était à la maison avec les enfants, enfin, qui gérait, il dormait, mais il ne pouvait pas venir avec moi, donc il a rappelé. Et là, il y a une nouvelle équipe, donc à 6-7 heures du matin, qui s'est un petit peu activée, qui m'ont fait faire des scanners, des IRM. Et là, effectivement, là, on m'a dit qu'il y avait eu un AVC. Et donc là, on m'a amené on m'a allé m'opérer. On allait m'opérer. C'est vraiment c'est un sentiment un petit peu bizarre parce que moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais pour autant, en fait, ce qu'on me disait, je le comprenais pas. Donc, vaguement, je crois que j'avais compris le mot AVC parce qu'il y avait une neurologue qui me l'a dit. Mais c'était un petit peu bizarre parce que ça se bouscule un petit peu dans ma tête. Quoi, un AVC, mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est quoi la suite? Donc bon, je me suis un petit peu... On m'a mis au bloc. Et après, sur le coup, j'ai pas vraiment compris, quoi. Après, il y a eu l'opération qui s'est bien passée. Je me suis réveillée donc en soins intensifs. On m'a laissé un petit peu, mais je pense que facilement 2-3 jours, je sais pas si je dormais, je sais pas ce qui s'est passé vraiment parce que on va dire, je me rappelais avoir vu mes proches après, disons que de vraiment communiquer avec mon homme, tout ça, c'était facilement 2-3 jours après. Donc en fait, il y a quand même une petite période où je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Alors je sais pas si on m'avait un petit peu shooté pour m'endormir ou alors il y a vraiment... Enfin, je sais pas vraiment. Mais après ça, ça a été... j'ai vite compris que mon gros problème, c'était l'aphasie. Donc je suis aphasique, ça veut dire que en fait tous les mots sont mélangés. J'ai un énorme problème de compréhension. Je savais pas dire le prénom de mes enfants, parce que c'est assez compliqué. En fait, il fallait tout reprendre un petit peu à zéro, quoi. Tout mon petit équilibre était parti. Mais en fait, tout mon petit équilibre, tout a basculé un petit peu et il fallait... en fait, c'était une énorme charge à faire que je ne pensais pas. Donc tout... en fait, je ne pensais pas vraiment ce qui m'attendait. Et en fait, il fallait tout reprendre à zéro. Parler, à quoi ça servait. Enfin, je savais par exemple qu'une fourchette, à quoi ça servait. Mais pour autant, je ne pouvais pas dire les mots. Je ne pouvais pas... tout était mélangé. Donc voilà, là je suis restée quand même 10 jours à l'hôpital. Et après, on m'a envoyée à un centre de rééducation où je pense que j'ai dû rester à peu près 10 jours. Parce que après, il y a eu... donc tous les membres à droite étaient un petit peu touchés. Alors j'ai eu de la chance, je marchais bien, j'ai jamais eu de problème. Mais j'ai eu tout un problème de tonus, tout le côté droit. Donc j'ai fait un petit peu du kiné, j'ai fait un petit peu... voilà, ça, plus beaucoup on a commencé à l'orthophoniste, parce qu'on a compris que mon gros problème, c'était vraiment que la parole et la compréhension. Donc après... donc on a commencé ça dans un centre de rééducation.
Donc après, c'était toujours un moment toujours un peu compliqué parce que déjà qu'on vit un moment un peu compliqué, puis c'était toujours ce moment de confinement. Donc en fait, on était chacun dans sa petite chambre, on voyait personne. Donc c'était assez plombant. Et donc c'est pour ça qu'après, on m'a vite ramenée à la maison et on m'a j'ai pris rendez-vous, enfin on a pris... comment dire, on est allé voir un orthophoniste privé parce que en fait, il n'y avait pas intérêt que je reste dans un centre de rééducation. Et donc, je suis rentrée à la maison et après, j'ai commencé l'orthophoniste. Donc, 4 fois par jour, j'ai pris 2 orthophonistes et pour mettre tout ça, pour avancer le plus vite possible. Voilà. Vraiment, je pense qu'il y a tout l'équilibre d'une vie, notre équilibre de famille, notre équilibre de parents, d'équilibre de maman, tout il fallait tout reprendre à zéro en fait, pour lui aussi, parce que en fait, entre guillemets, du jour au lendemain, lui à la base il travaillait. Et il est, du jour au lendemain, il est passé en mode... il est devenu un aidant. En fait, il est devenu un aidant, quoi. Je sais pas si ça marche, ce mot. Mais bon, voilà, il est venu... s'occuper de sa femme un petit peu malade, un petit peu handicapée, des enfants à gérer. J'avais toujours donc forcément Pablo qui avait à l'époque 9 mois, qui faisait pas ses nuits. Donc il n'a pas pu travailler pendant 2 mois à peu près. Donc il a dû tout gérer. Voilà. Je pense qu'on n'est pas préparé à vivre ça, et lui aussi. Et voilà, c'était un petit peu moi qui gérais toute la maison, tous les enfants, voilà, le quotidien. Donc lui, il a eu ça, plus une femme malade. Donc il a eu... ça a été compliqué pour lui aussi, quoi. Je peux pas vraiment me rappeler de tout ce qui s'est passé, mais je pense que c'est mon conjoint qui a pu venir à l'hôpital, parce que normalement personne n'avait le droit de venir. Il a réussi à venir, donc oui, j'ai vu, c'est lui qui est venu en premier, qui m'a dit brièvement les enfants, parce que forcément... Donc il m'a parlé un petit peu des enfants. Je pense qu'il a dû me réexpliquer ce que j'ai eu. Après, il m'avait montré des vidéos des enfants. Je pense que je devais être très axée les enfants parce que comment dire... j'en avais besoin, donc on a parlé beaucoup de ça. Et après, quelques jours après, il y a eu mes parents aussi qui sont venus. Donc c'est un petit peu spécial parce que c'est bizarre, parce que du coup mes parents sont venus, ma mère est venue, et puis c'est elle qui m'a fait la toilette. Donc on a dû... C'est un petit peu bizarre en fait. On ne s'attend pas à ça. J'étais un petit peu... j'étais vraiment vidée tellement... Enfin, des fois je me dis c'est comme si j'avais perdu un petit bout de mon cerveau qui est parti, mais je me suis sentie tellement vidée, je ne pouvais plus rien faire. À l'hôpital, j'avais de temps en temps du monde qui passait. Après, dans le centre,
le centre de la rééducation, il n'y avait rien qui a pu venir. Il fallait prendre des rendez-vous, tout ça. Donc ça faisait à peu près bien 15 jours que j'avais pas vu mes enfants. Donc on avait pris un rendez-vous. Donc ils avaient pu venir. Je pense que c'était une super journée. Parce qu'ils sont venus au centre. Donc ça m'a fait un bien fou. Et puis, ouais, c'était un petit peu en même temps traumatisant du jour au lendemain de plus voir ses enfants. Donc oui, j'ai eu il y a un petit peu des personnes qui sont passées me voir. En fait, c'était vraiment... Enfin, je pense qu'un AVC, c'est assez spécial parce que j'avais un petit peu l'impression que oui, il y avait un énorme problème, mais mon père, il me l'avait dit aussi, il m'avait dit t'étais à l'ouest, et je pense que c'était vraiment ça, j'étais vraiment à l'ouest parce qu'en fait, je pense que mon cerveau n'était pas prêt à voir le futur, le passé. En fait, j'étais un peu dans une espèce de petite bulle d'AVC où je voyais pas aussi plus loin que ça, en fait. Je vivais le moment présent. Je me rappelle avoir dit très souvent que j'ai eu de la chance, quand même, que ça aurait été bien pire. Donc j'ai mes jambes, je marche. Donc je pense que quand j'ai eu l'AVC, entre guillemets, il y a rien qui me... Entre guillemets, il y avait rien qui me faisait peur, quoi. Parce que je suis pas morte, je vais bien, j'ai mes enfants, je suis retrouvée à la maison, enfin j'ai retrouvé mon petit cocon, donc en fait ça me suffisait un petit peu. Ça c'est au début. Après, forcément, petit à petit, une fois à la maison, au bout d'un moment, mon homme a dû reprendre le travail, donc il y a eu mes parents qui sont venus tous les matins et tous les soirs et qui s'occupaient un petit peu de tout. Et c'est là qu'au bout de, je dirais peut-être facilement un mois ou deux, que j'ai compris vraiment qu'en fait ce sera compliqué parce que je n'ai pas le droit de conduire. Enfin, j'ai pas pris ma voiture. C'est là que j'ai tout. C'est là que j'ai pris conscience qu'il y a énormément de choses à faire, tout ce qui a changé, que je voyais pas forcément au début. Et là, c'est là que ça s'est un petit peu accéléré dans ma tête. Et là, ça a commencé à venir un peu plus des angoisses. Et puis, il y avait toujours il y avait un petit peu un mur au niveau de la parole, de tout ça. Donc, c'était hyper compliqué de parler, de dire mes émotions, de dire ce qui va pas. En fait, c'était vraiment le moment où j'arrivais pas du tout à parler. Quand on me disait que je voulais dire que j'avais mal à la tête, je disais que j'ai mal au ventre. En fait, ça avait ni queue ni tête. Donc c'était là que ça a été vraiment compliqué parce que j'ai voulu reprendre un petit peu ma vie, mais en fait, je voulais, mais physiquement et dans ma tête, c'était pas faisable. Donc là, ça a été hyper frustrant. En fait, c'était ça le mot. J'étais hyper frustrée j'étais frustrée de communiquer, en fait, clairement. Clairement, de parler, de parler avec mes enfants. Mes enfants ont vu que maman était rentrée à la maison. Maman, elle allait bien physiquement. Donc, eux, ils l'ont pas forcément compris. Donc, déjà, le petit avait 9 mois, donc lui, entre guillemets, ça allait. Mais le plus grand aussi, il a vite compris, mais lui, il comprend pas vraiment. Il voit que je vais bien. Il a été un petit peu choqué parce que j'avais beaucoup de bleu partout sur le corps avec les perfusions, tout ça. Donc ça l'avait marqué. Mais pour autant, lui, il veut quand même communiquer avec maman normalement. Il veut jouer avec maman. Il veut... Donc, c'était frustrant, ouais. On se sent un petit peu culpabilisé de lui expliquer, mais pour autant, il avait que peut-être
4 ans à l'époque, donc je pense qu'il ne peut pas comprendre des mots d'adulte, quoi. Donc c'était compliqué. C'est là où je me suis sentie un peu plus active quand j'ai repris la voiture, puisqu'avant j'avais un taxi qui m'a ramené pour l'orthophoniste, parce que mes parents, ils ont une vie aussi, donc ils ne pouvaient pas m'amener tout le temps à droite à gauche. Donc après, donc à peu près un an et demi après l'AVC, j'ai récupéré ma voiture. Donc il faut reprendre un permis. Fallait... disons que je voulais être dans les règles, donc j'ai tout refait tout à zéro. Donc j'ai récupéré ma voiture. Donc là, c'était un petit peu le début de ma vie d'avant, puisque j'ai pu amener mes enfants à l'école, à la crèche. J'étais autonome pour aller à mon orthophoniste, j'étais autonome pour aller faire mes courses. Donc voilà, là, c'était au bout d'1 an et demi que c'est là que je me sentais mieux par rapport à tout ça. Je me sens... en fait, on se sent autonome, quoi, de ma vie d'avant, quoi, de récupérer ça. Et rien que ça me suffisait d'amener mes enfants et de les gérer. Moi, ça allait. Oui, alors par contre, je travaille même... Au jour d'aujourd'hui, je ne travaille toujours pas. En fait, par rapport à l'AVC, maintenant, je parle beaucoup mieux. Je continue toujours mon orthophoniste et j'ai quand même des séquelles cognitives et je me rends compte que dès qu'il y a un petit coup de stress, je parle vraiment pas bien du tout. Donc disons que c'est pas faisable par rapport à mon travail de parler avec des patients, de parler avec des médecins, le téléphone. Donc même au jour d'aujourd'hui, c'est pas faisable. J'ai commencé un dossier pour un travail handicapé pour ensuite reprendre, alors certes à mi-temps, et de voir par rapport là où je travaille, si on peut adapter, ce que je peux adapter, comment je peux adapter mon travail par rapport à maintenant. Voilà. Parce qu'après, le problème, c'est que... comme beaucoup de personnes, mes proches, même ma famille, mon entourage, ou les gens que même dans la rue et tout, c'est un handicap invisible, donc ça ne se voit pas. Donc beaucoup de gens, je pense, comprennent pas forcément pourquoi je ne travaille toujours pas, même si personne me l'a dit, parce que ce serait un petit peu déplacé. Donc, mais pour autant, je supporte pas beaucoup le bruit. J'ai un problème un petit peu des lumières. Je suis extrêmement fatiguée. Donc, par exemple, je dors énormément la journée parce qu'en fait, mon cerveau est tout le temps en tension. Rien que de parler, rien que de parler, de faire une activité ou de faire des courses ou faire mon orthophoniste. Après, je suis à plat, il faut que je dorme. Il faut en général que je dorme facilement 2 à 3 heures pour me sentir après bien. Donc le travail, c'est pour ça que je pense qu'il va falloir l'adapter par rapport à ma vie d'avant, quoi. Parce que ça brasse beaucoup de monde, la clinique, le scanner. Il y a beaucoup de personnes qui parlent en même temps. Ça, dès qu'il y a personne qui me parle en même temps, je comprends pas. Donc voilà, par rapport à mon travail, à voir. Mais j'en ai bien envie parce que j'ai besoin de me sociabiliser. Je pense qu'on en a besoin. J'ai que 35 ans, justement, donc je ne me vois pas de rester à la maison toute ma vie, quoi.
je suis suivie par une neurologue. Je suis suivie donc pour mes 2 orthophonistes et après j'ai vu une psychologue et j'avais fait donc un tout petit peu de kiné au début. D'ailleurs je pense que je vais devoir reprendre puisque j'ai une main, mon bras droit qui fait tomber beaucoup de choses, donc il n'y a plus beaucoup de tonus. Mais disons que ma neurologue, en fait, c'est des rendez-vous 1 ou 2 fois par an. Il n'y a pas vraiment de suivi, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Après, c'est beaucoup de l'orthophoniste. Et donc, j'ai été suivie aussi par ma psychologue, qui m'a beaucoup aidée, forcément. Mais voilà, j'ai arrêté puisque tout est un petit peu, on va dire que dans ma tête, tout est posé, tout ça, donc voilà. En fait, on a su ce qui s'est passé, donc j'ai eu très certainement, parce que bon, on n'a pas vraiment... nous ne sommes pas vraiment sûrs, j'ai certainement eu un caillot qui s'est baladé dans les jambes et qui a migré jusqu'au cœur. Et on a vu que j'avais une malformation au niveau donc, du cœur, ça s'appelle un FOP. C'est comme s'il y avait comment ça s'appelle, une valve qui n'est pas bien fermée. Donc le caillot est venu se loger dans le cœur, là où il ne fallait pas, et du coup il est allé se mettre au niveau du cerveau. Donc en fait c'est le caillot qui est resté dans le cœur et qui est remonté dans le cerveau. Et donc ça a fait un AVC ischémique. Donc, en fait, ça a bouché une artère du cerveau et du coup, il y a eu... le sang s'est arrêté. Donc, ce qui a fait... ça a perdu... une perte d'oxygène du cerveau. Donc voilà. D'où le fait qu'après, on m'a fait l'opération pour enlever ce caillot. On était allé un petit peu chercher, voir si c'était pas gynécologique, vu que mon bébé avait que 9 mois et que j'avais une césarienne. Mais c'était longtemps après, donc c'était pas par rapport à ça. Donc en fait, comme elle me disait ma neurologue, elle dit oui, il y a eu un caillot. Après, on a cherché pourquoi j'ai eu un caillot, pourquoi ça s'est formé, pourquoi... on est allé chercher au niveau de la génétique, on est allé chercher des maladies, par exemple des maladies, la tension, tout ça, si j'avais pris de la pilule, si je prenais de la cigarette. Donc ça, j'avais rien du tout. J'ai arrêté la pilule depuis des années, heureusement. Sinon, je pense qu'on aurait mis ça le compte de ça. Donc non, on a tout enlevé, de tout chercher. Et au final, c'était comme ça, quoi. Ça s'est fait. Il y a un caillot qui s'est formé. On saura jamais pourquoi. Voilà. Je voulais pas être toute seule avec les enfants, donc c'est pour ça qu'il y avait mes parents qui venaient le matin à 4h du matin. Donc j'ai eu beaucoup d'angoisse là-dessus. Je pense que ça m'angoisse pas de refaire un AVC, mais j'ai toujours une petite ampoule allumée là-dessus. Je sais que je suis vachement à l'écoute de mon corps, du moindre petit symptôme, j'ai très mal à la tête, et là j'y pense, et si j'en refais une deuxième, et voilà. Mais au final, je pense que ça, je l'aurais toujours ça dans ma tête, mais je le vis bien de me dire ça, parce que c'est comme ça.
Disons que quand on a eu le mot AVC, on s'attend à des personnes âgées. Finalement, en fait, on est très très nombreux. Chez les personnes jeunes, qu'il faut en parler, parce que ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Et je pense que, voilà, que finalement, on peut s'en sortir. Que c'est compliqué, je pense que c'est long parce que ça fait que 2 ans et demi et que j'ai encore des séquelles et que c'est pas encore fini, mais que voilà qu'on peut reprendre sa vie d'avant à peu près et je perds tout le fil là. Pour mes proches et ma famille, donc déjà j'ai de la chance puisque j'ai une grande famille qui est proche de mon physiquement, tout le monde est près de moi. Je pense qu'en fait, quand on a un AVC ou qu'on a des gros problèmes comme ça du jour au lendemain, soudain, il y a eu quelques phrases qui m'ont beaucoup aidée. Je me rappelle, donc j'avais une amie qui m'a vue depuis l'AVC, qui m'a pris dans les bras et qui m'a dit « mais j'ai tellement eu peur pour toi ». Et c'est vrai que ça m'a touchée. Et en fait, oui, ça m'a fait du bien de dire que on existe et qu'en fait, on existe pour des personnes autour. Après, après j'ai eu mon entourage ont vraiment accepté la situation telle qu'elle est, sans me brusquer, mais pour autant d'en parler. Oui, que m'ont accepté tout simplement tout ça, quoi. Après, c'est quand on a un gros pépin comme ça, on se rend compte aussi que y a d'autres personnes qui justement qui ont un petit peu ce qu'on aurait attendu plus d'autres personnes. Donc après, j'ai quand même fait du tri dans mon entourage et je me rends compte qu'en fait je préfère me concentrer, comme je disais, mon énergie, parce que je préfère passer mon énergie avec quelques petites personnes, ma famille, plutôt que m'éparpiller avec d'autres personnes qui le comprennent pas forcément, qui n'ont pas forcément envie d'en parler ou de le comprendre, quoi. Donc voilà. Par rapport à toute cette histoire, je pense qu'en fait, comme ça m'a rendue plus forte, je mets le compte du destin, qu'en fait, je retrouve le moment, le positif de la situation. En fait, des fois, je me dis presque, ça m'a fait... peut-être que j'avais besoin de ça dans ma vie pour reprendre à zéro, pour me centrer sur des choses importantes, de vivre 2 fois plus. Parce que même si on le dit, ah oui, il faut vivre le moment présent, c'est hyper important, on le sait, mais en fait, quand on le vit, en fait, on le vit pas pareil. Et ça, rien que pour ça, c'est bien. C'est bien de se dire, ouais, j'ai failli y passer, mais au final, j'ai une bonne petite étoile qui m'a protégée et qui maintenant, je suis plus forte qu'avant. Et voilà.
Exceptionnellement, pour cet épisode, je me permets de prendre la parole. Vous l'avez sans doute entendu, l'enregistrement a été un moment éprouvant pour Laura. Et c'est avec son accord que j'ajoute un petit détail. Il me semble important de préciser que Laura faisait une dépression du postpartum suite à la naissance de son deuxième enfant. Lorsque les pompiers sont venus la chercher, Johan n'a pas pu l'accompagner car il devait garder les garçons qui dormaient. L'équipe médicale a demandé à Laura si elle était fatiguée, si elle était stressée. La réponse était évidente. Oui. Comme elle le dit bien dans son témoignage, elle est jeune et n'a aucune raison de faire un AVC. Donc, elle a été ramenée chez elle. Et c'est grâce à son conjoint, Johan, qui a été pompier et qui a reconnu les signes de l'AVC, que Laura est retournée à l'hôpital pour être prise en charge. S'il n'avait pas insisté, Laura n'aurait pas eu de scanner et nous n'avons pas envie d'imaginer la suite. J'ai envie de dire bravo à ce papa, cet homme qui a sauvé sa femme. Et un immense merci à Laura pour m'avoir fait confiance. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!